Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le cours de formation module numéro 2 qui va être axé sur les bases mathématiques utiles, nécessaires pour être ingénieur en intelligence artificielle, pour réellement avoir le même degré d'exigence et de niveau qu'un ingénieur IA sur le terrain. Le tout premier module que j'avais présenté, j'ai réalisé 2 vidéos là-dessus, concernait la compréhension des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, le tout premier module, c'était celui-ci où, dans ce module, je vous expliquais les notions essentielles, les bases, donc tout ce qui est nécessaire à comprendre dans une architecture de solutions IA, telle qu'un LLM, tel que à quoi correspond un LLM, le calcul de probabilité selon la logique séquentielle des tokens. J'expliquais également les différentes problématiques qui font en sorte que intégrer uniquement un LLM dans une chaîne d'architecture, ça ne suffit pas pour qualifier votre chaîne d'architecture de système d'intelligence artificielle. Donc, il fallait prendre en compte ces éléments-là, tels que le fait de pouvoir actionner le LLM dans vos recherches de données, installer par exemple un mécanisme qu'on appelle le RAG, le besoin d'outils, ok, la logique agentique, donc la logique d'agent intelligent, la logique également de mettre sur pied une mémoire persistante au cœur, au sein de l'architecture. Je fais juste un petit rappel, hein. Je vous ai présenté également une architecture qui correspond véritablement à ce que l'on peut qualifier déjà de système d'intelligence artificielle, parce qu'il y a, en plus des éléments cités, de l'évaluation, de la sécurité, de l'observabilité. Je vous ai présenté également les différentes approches qu'un système IA effectue lorsqu'il reçoit une demande utilisateur. Il reçoit une demande utilisateur. Pour traiter cette demande-là, il a besoin de 3 méthodes canoniques pour traiter votre demande. Soit l'approche déterministe ici, soit l'approche par le workflow, qui est une chaîne déterministe mais un peu plus évoluée. Et puis vous avez la boucle agentique, où là, ce sont les outils qui vont aider l'agent intelligent à résoudre les différentes problématiques, les différentes tâches. Donc, on a revu tout cela ensemble et j'ai présenté également le schéma d'architecture et les notions essentielles. Aujourd'hui maintenant, nous allons voir les notions, concepts mathématiques pour que vous ne soyez pas perdus lorsque l'on parle véritablement de véritables systèmes d'intelligence artificielle. Comment est-ce que ces agents-là, Claude Code, Codex, ChatGPT, font pour arriver à la réalisation de leurs tâches. Tout ceci, c'est de l'ingénierie informatique derrière, mais bien sûr, cette ingénierie-là n'y arrive que parce que derrière, il y a eu la mise sur pied et l'exploitation et l'application en mathématiques appliquées et fondamentale des notions mathématiques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, j'ai justement besoin de votre niveau d'arithmétique. Je vais essayer le cours a été conçu, le module 2 a été conçu, et comme d'ailleurs tous les autres modules ont été conçus de manière à ce que vous puissiez comprendre les choses de manière aisée, avec aisance, de manière très très facile. Donc, le tout premier cours, il n'y avait pas de base de prérequis obligatoire. Mais là, aujourd'hui, puisqu'on parle quand même de mathématiques, même si j'ai tout bien mâché dans le travail, il faut quand même avoir un niveau, je dirais, de niveau arithmétique. Le niveau bac suffirait, d'accord? Alors, avant de commencer, de continuer, je m'appelle Gabriel Benda. Voici mon parcours en quelque sorte, prépa scientifique, MPSI, PSI, ingénieur en système d'architecture. J'ai travaillé pour de grands groupes, évidemment, dans plusieurs domaines. J'ai également fondé Niambot, d'accord? Niambot, c'est ça. Niambot, c'est le tout premier agent intelligent qui comprend les données françaises. C'est-à-dire que vous utilisez Claude, ChatGPT,
voilà, Mistral et tous ces agents-là, voilà, de manière générale, DeepSeek et Gemini. Le souci, c'est que ces agents en question, puisqu'il y a des parties évidemment de logique agentique, ne sont pas vraiment calibrés pour répondre à un domaine spécifique tel que la donnée française. C'est-à-dire que la donnée française ici, qui est très complexe, notamment de par la loi en France, les législations, les démarches administratives que l'on effectue en France, la recherche d'informations que la France possède. Et en particulier l'immobilier, les démarches administratives à la mairie ou dans des préfectures, les lois qui s'observent dans le marché du travail. Tous ces événements-là sont très difficiles d'accès par les agents intelligents, je précise bien, sans hallucination. Vous prenez ChatGPT, Claude ou Mistral, si vous travaillez dans le domaine juridique ou si vous travaillez évidemment dans la réalisation des tâches, des démarches administratives en France, bien sûr que ChatGPT, Claude, Mistral sont capables d'aller rechercher sur Internet un certain nombre d'informations. Mais pour autant, est-ce que vous êtes sûr que ces informations-là, vous puissiez les certifier avec exactitude et précision? Parce que je vous garantis que ce que ChatGPT, Claude et Mistral font, c'est aller faire de la recherche web. Et la recherche web, qui dit recherche web en ligne, dit, vous expose au fait que les sites sur lesquels ces informations vont être extraites, bah, ces sites-là en question ne sont pas forcément à jour et ne possèdent pas forcément les bonnes informations. Donc, Niambot vient résoudre ce problème-là en apportant justement la couche de compréhension sur les données françaises. Voilà clairement ce que Niambot fait. Donc, aujourd'hui, par exemple, là, vous pouvez déjà utiliser Niambot en ligne avec le connecteur MCP. C'est sous forme de connecteur MCP. Vous voyez là, c'est connecté. Là, j'ai des actifs. Là, je connecte. D'accord? Vous avez déjà Niambot ici. Je l'utilise au quotidien hein, et plusieurs personnes également. Je ne suis pas le seul. L'utilise déjà avec toutes les fonctionnalités d'outils. Analyser un bien immobilier, analyser le marché immobilier, chercher un emploi, le délai, silence vaut accord, etc., etc. Voilà. Donc, revenons au cours, d'accord, ici. Et autre chose également, Niambot a été présenté à DINUM, la direction interministérielle du numérique, et chez OpenAI, Niambot est en cours de validation pour l'instant. Donc les choses avancent bien et tout se passe bien. C'est aussi un gage de garantie que vous ayez d'un autre côté la DINUM qui a validé, par le fait que justement c'est un projet phare et que côté OpenAI, ce soit directement intégré dans le catalogue. Là, ici, par exemple, vous voyez là, c'est un review pour l'instant. On est bien sur la plateforme OpenAI. OK? Maison mère de ChatGPT. Donc, demain, ce qui va se passer, alors aujourd'hui, là, à l'instant, Niambot est utilisable sous forme de connecteur MCP avec le lien, l'URL du serveur ici sur le site. Vous y allez là. OK? Vous allez avoir l'URL ici. Ça va vous permettre, vous faites copier. D'accord, ça va vous permettre de connecter Niambot à votre connecteur à votre assistant du quotidien, que ce soit ChatGPT, Claude ou Mistral. Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, je peux déjà l'utiliser ici. Voilà, côté ChatGPT. Autre chose également, donc, quel que soit votre assistant, dès le moment où cet assistant-là prend en compte la connexion via le serveur MCP, Niambot peut être utilisé pour poser des questions sur les thématiques françaises concernant le territoire, la population, le logement, l'économie, l'énergie. Bon, bref, vous voyez, il y a 18 concepts ontologiques. Parce que Niambot, justement, est capable de comprendre toute la donnée publique française, quelle que soit la thématique. Donc, c'est ça le plus ou la valeur ajoutée de Niambot, parce que Niambot permet aux assistants IA du quotidien, ChatGPT, Claude, d'avoir du factuel, de l'exactitude des informations, selon la loi française, selon le domaine spécifique lié à la France.
ce que les assistants n'ont pas, parce que en tant qu'assistants généralistes, ils ne sont pas calibrés pour aller comprendre en profondeur les lois françaises, la législation, les démarches françaises et les données françaises. Donc Niambot, justement, est cette couche-là. C'est une couche intelligente qui comprend réellement les données françaises. Assez parlé, on va commencer donc le cours aujourd'hui qui est comment un ordinateur transforme-t-il le langage en nombre? Comment on crée des représentations en probabilité? Et comment est-ce que cela impacte la puissance et l'amélioration des grands modèles de langage? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il faut rester concentré. Certaines parties seront plus faciles et d'autres parties nécessiteront le fait que vous soyez un tout petit peu attentif. C'est important. C'est aussi important parce que quand on est véritablement au summum de l'apprentissage et de la mise en place de véritables systèmes d'intelligence artificielle, on ne peut passer sans explorer ce genre de partie, sans au moins évoquer ces aspects fondamentaux dans la mise sur pied des solutions d'intelligence artificielle. Quelqu'un qui vous dit là d'ailleurs qui est expert en intelligence artificielle et qui n'a pas ce niveau minimum de background en mathématiques ne peut être qualifié d'expert en intelligence artificielle. Bien sûr qu'il y a plusieurs experts selon les domaines. Moi, je vous parle ici d'experts vraiment qui est capable de mettre sur pied de véritables systèmes d'intelligence artificielle, d'architecture, tel que j'ai pu le faire. Par exemple, au niveau de ChatGPT ou au niveau de Claude, mettre sur pied un véritable agent intelligent. Tous ces aspects-là font partie de la compréhension. D'où pourquoi j'aurais bien voulu passer ce module, mais c'est pas possible. S'il faut, avec mon niveau de rigueur et d'exigence, je suis obligé, malheureusement, de vous présenter cela. Enfin, malheureusement, enfin, je suis heureux pour moi, mais pour certaines personnes qui voudraient pas comprendre et mettre la tête là-dessus. Donc, essayons d'avancer. Une boîte, ici, c'est une application traditionnelle où, par exemple, nous avons l'interaction entre un utilisateur et un LLM, ce que nous avons vu au module 1. OK? Au module 1, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait une question à un LLM, un Large Language Model. Et en retour, il avait une sortie de réponse parce que le Large Language Model, son rôle principal, c'est de générer une suite de séquences, une suite de tokens qui pour nous va être considéré comme une phrase ou un paragraphe du texte. D'accord? C'est ce que nous avons vu au module 1. C'est juste un petit rappel. Maintenant, voici la chaîne qui nous intéresse, le maillon le plus essentiel dans cet espace, dans cet espace où vous posez votre question, où vous entrez du contexte fourni à un LLM, et le moment où il vous répond, dans cet espace-là, il se passe beaucoup de choses en termes de représentation, de transformation, transformation, j'allais dire oui, mathématique, mais matricielle, de représentation de nombres, de vecteurs, de matrices, de scores, de probabilités, d'erreurs, d'optimisation et bien sûr d'apprentissage. Mais c'est tout ça à la fois. Vous, en sortie, vous obtenez une réponse qui va être jugée sur sa plausibilité, sur le fait que cette réponse-là soit juste à un degré de probabilité. Et tout l'enjeu, c'est que entre ce moment de la question que vous avez entrée ou du contexte que vous avez fourni et la sortie, que tous ces différentes chaînes de traitement, nombre, vecteur, matrice, score, probabilité, optimisation, que tout cela soit bien imbriqué pour que la réponse qui va sortir, en sortie, sera une réponse qui va être juste. Donc, c'est ce que nous allons voir ici, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? Il faut commencer par qu'est-ce qu'un vecteur et pourquoi avons-nous besoin de la notion de vecteur? Les vecteurs, c'est ce que vous avez vu au lycée, hein. C'est pas des notions que vous n'avez pas déjà vues ou entendu parler.
Donc, la question ici, c'est qu'est-ce qu'un vecteur et pourquoi avons-nous besoin dans la mise en place d'une solution d'intelligence artificielle, son utilisation, son usage. Qu'est-ce que cela apporte, en fait, dans son impact dans les systèmes d'intelligence artificielle. Bon, j'ai vraiment tout fait pour mieux synthétiser l'information. Donc, à certains endroits, ce sera beaucoup plus détaillé et d'autres endroits, j'ai simplement besoin que vous sachiez le pourquoi. OK? Après, bien sûr, je reste disponible pour des questions supplémentaires pour aller plus loin dans le détail. On va prendre cette phrase ici. Le chat dort sur le canapé. OK? C'est une phrase que vous pourrez entrer sur une interface de type ChatGPT, Claude ou Mistral. Ici, par exemple, je peux rentrer le chat dort sur le canapé ici. Donc, que perçoit réellement un ordinateur? D'accord? Je pense que vous voyez déjà la suite. Un ordinateur, une solution d'intelligence artificielle, pour cette IA-là, ce n'est qu'une suite de nombres en fait que vous avez rentrés. Mais pour nous, on va considérer cela comme du langage naturel. Mais derrière, du point de vue de la machine, c'est une suite de nombres. Et je pousse encore un peu plus loin, une suite de nombres regroupés de manière ordonnée, ce qui en fait, de manière ordonnée et encapsulée, ce qui en fait justement une suite de vecteurs. D'accord? Mais à la base, c'est une suite de nombres que l'ordinateur voit. Cette suite de nombres, en fait, est ordonnée, encapsulée, parce que derrière, il y a des calculs qui sont effectués, des calculs numériques, des représentations numériques. Ce sont ces calculs, ces représentations numériques qui font que, du point de vue de l'humain maintenant, le regard est beaucoup plus porté sur la plausibilité de la chaîne de caractères qui est en sortie. Tout l'enjeu maintenant du machine learning, de l'apprentissage automatique, etc., c'est de pouvoir découvrir des méthodes ou améliorer les méthodes existantes pour que les IA soient plus performantes dans la représentation des chaînes de caractères ou dans la représentation des vecteurs. Parce que derrière, ce sont des calculs qui sont effectués. Si vous avez déjà compris ça, vous entrez petit à petit dans la compréhension fondamentale de ce qui s'effectue derrière. C'est vraiment ce qui se passe entre votre question, votre contexte d'entrée et la sortie. On va continuer ici. Prenons cet exemple. Une maison, surface, nombre de pièces, latitude, longitude, l'âge de la maison, depuis combien de temps la maison a été construite. Si on prend ces différentes caractéristiques de nombres et qu'on les regroupe sous forme de liste, on obtient ce qu'on appelle un vecteur ici. D'accord? Donc, imaginons que je cache ceci et que je vous donne uniquement X. Si on s'est entendu par convention que le premier nombre ici représente la surface, le deuxième le nombre de pièces, le troisième la latitude, le quatrième la longitude et le dernier nombre l'âge de moyenne de la maison, quelqu'un qui reçoit cette suite, cette liste-là de nombres peut en déduire que, évidemment, le chiffre 75 correspond à la surface de la maison, 3, le nombre de pièces, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est ça qui permet justement qui va nous permettre par la suite de manipuler des nombres. Et à partir de là, on pourra en déduire par la suite que pour telle série de nombres, pour telle représentation de nombres sous forme de vecteurs ou de matrices géantes, je peux en conclure que d'un point de vue du langage naturel, cette suite de nombres, cette suite matricielle représentée, ça correspond à telle phrase en termes de probabilité.
Il peut y avoir plusieurs différentes phrases, mais on va les classer maintenant en termes de probabilité en disant, bon, ok, au regard, au vu de cette matrice, de cette liste de nombres, la phrase la plus probable, la plus plausible, linguistiquement et correcte, c'est cette phrase ici. Et après, potentiellement, cette seconde phrase, et ainsi de suite. C'est ça, la logique d'apprentissage automatique avec les méthodes, justement, qui permettent de manipuler tous les calculs au sein de l'architecture géante des réseaux de neurones pour arriver à un modèle, je dirais parfait, mais qui semble vraiment parfait. C'est la même chose lorsque on veut évidemment manipuler les images, le son, l'utilisateur, les produits, les mots, les phrases, les documents. Un scalaire, vecteur, dimension. Le scalaire, donc, c'est un nombre, d'accord? Vous avez ici x égale à 5, une valeur directe, une seule valeur numérique, le prix ou la température, par exemple. Un vecteur, c'est une collection de scalaires, d'accord? Donc ici, par exemple, liste. Et au lycée, vous avez vu cette notation qui dit simplement que x appartient à R. Donc ici, dont chaque valeur font partie de l'ensemble R. C'est pour ça qu'on met R3. OK? Dimension, donc dimension 2, point vecteur. Le nombre, évidemment, vous voyez ici, dimension 3. Et là. Et après, on peut généraliser à la dimension N. Ça, ce sont les notions basiques. Comme je précise bien, c'est vraiment le b.a.-ba de ce qu'il faudrait comprendre en mathématiques pour intégrer petit à petit la compréhension des systèmes d'intelligence artificielle. Mais ce qui est fascinant avec les mathématiques, c'est que la recherche fondamentale en mathématiques, à ce stade de notre évolution en tant qu'humain, est tellement très riche et très vaste en termes de notions que ce que les IA actuellement font avec les notions mathématiques, ce n'est que encore une couche très très moindre de ce que les mathématiques possèdent réellement en soi en termes de richesse de propriété. Vous voyez par exemple dans les grands modèles de langage, dans l'apprentissage et la représentation d'un nombre, on utilise par exemple les notions d'espace vectoriel, puisque c'est déjà une introduction, hein, ça fait partie déjà de l'espace vectoriel. Mathématiquement, aujourd'hui, on sait déjà, on étudie depuis longtemps, depuis des années, depuis des siècles, les espaces vectoriels de dimension n et voire infinie. Mais d'un point de vue informatique, d'un point de vue exploitation ingénierie, il y a encore des limites là-dessus. Parce que, d'un point de vue du matériel, il faudrait que la carte mère sur laquelle les calculs vont être effectués ou les traitements puissent supporter les représentations mathématiques. Mais d'un point de vue théorique, les maths possèdent déjà toute la substance de ce que l'on pourrait déjà appliquer si demain, par ailleurs, on découvrait de nouvelles méthodes. Donc, ce que je suis en train de dire simplement, c'est que les maths, si vous avez vraiment étudié les mathématiques, vous pouvez comprendre que en termes de richesse, c'est encore beaucoup très vaste par rapport à ce que l'on pourrait vraiment exploiter. Aujourd'hui, on n'exploite qu'une seule partie des mathématiques. Mais vous voyez déjà que le peu qu'on exploite en mathématiques là, pour mettre sur pied des systèmes d'intelligence artificielle, compte tenu de la puissance des modèles, des grands modèles de langage que l'on met sur pied, ça vous prouve à quel point il y a encore beaucoup de choses dont on ne sait pas. Et si demain, en parlant de la super intelligence, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifierait qu'on passerait à des niveaux d'exploitation de mathématiques appliquées très élevés. Quand on parle de l'ordinateur quantique, justement, on va pouvoir aller plus loin dans d'autres espaces mathématiques. Donc, notion quand même importante à maîtriser, à avoir. Un scalaire, vecteur, dimension. Retenez bien ceci, donc scalaire, vecteur et dimension. Voici une représentation d'un vecteur sur deux axes, coordonnées x, y.
vous avez ici donc 2, ici vous avez 3 par exemple, et vous, de l'origine au point, vous représentez un vecteur. Et dans un espace, espace vectoriel, ici dimension 2, d'accord, voilà. Donc ces points-ci que vous voyez, chat, chien et lion, sont des représentations des vecteurs de chat, chien et lion. Et donc à partir de chaque point, on peut en déduire les coordonnées dans le repère dans lequel les points ont été situés. C'est important parce que en fonction, vous voyez bien là ici, ce qui nous intéresse ici, c'est le rapprochement entre les points. Lion se trouvait très loin de chien et de chat. Ça en dit déjà sur le fait que chat et chien, en termes de rapprochement sémantique, on est à peu près dans le même, on reste globalement dans le même champ sémantique et de manière plus précise par rapport à lion. Puisque là, on pourrait parler, vous voyez là, d'animaux domestiques et lion. Bon, c'est pas le cas, quoi. Donc, ça permet d'introduire quoi? La notion d'embedding. Alors, embedding, c'est un mot en anglais, hein, ça veut dire encapsuler, hein, ça veut dire vecteur d'encapsulation. Et un embedding, c'est ni plus ni moins qu'une représentation numérique vectorielle apprise d'un objet. Voilà, c'est un vecteur. Prenez comme ça. Ne fatiguez pas, c'est un vecteur. Mais ce vecteur-là, il a la richesse et la propriété que, par exemple, si je dis 2, 3 ici, 2, 3, par exemple, va représenter, sur un exemple, le vecteur chat, ou le vecteur chien, ou le vecteur lion. OK? C'est une représentation, c'est la raison pour laquelle on parle, c'est une représentation numérique vectorielle apprise. OK? Apprise d'un objet. C'était le même propos quand je disais si on prenait cet exemple, j'aurais pu dire que ces coordonnées-ci, cette liste-ci est une représentation apprise de la représentation de toute maison dans une ville, dans un quartier. Et en l'occurrence, pour ce vecteur-ci, cela signifie que la maison a une surface de 75 mètres carrés, 3 pièces, en termes de latitude, 48,85, etc. C'est ça, ce que l'on appelle un embedding. D'accord? Comment mesurer que deux vecteurs se ressemblent? Donc là, on est typiquement ici. Quand je parlais de rapprochement, chat et chien sont beaucoup plus proches que par exemple chat et lion ou chien et lion. Donc, pour nous, ici, c'est comment mesurer que deux vecteurs se ressemblent. Il y a 3 méthodes. Soit on calcule le produit scalaire, ce que vous avez fait au lycée, soit la norme, d'accord, donc la longueur des vecteurs, ou soit on calcule le cosinus, l'angle entre les deux vecteurs, la direction des deux vecteurs plus exactement. Le produit scalaire, c'est cette notion, quel que soit le vecteur x, y, c'est la somme du produit des coordonnées des deux vecteurs en question. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 4, produit scalaire, c'est vous prenez aux mêmes positions. Hein. Donc 1 fois 3 plus 2 fois 4. OK? La somme des produits des coordonnées de chaque vecteur en question. La norme ici, c'est la racine carrée des composantes d'un vecteur. D'accord? La racine carrée de la somme au carré des composants d'un vecteur. Donc là, ici, si vous prenez dimension 2 pour un vecteur, c'est la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. Donc 9 plus 16, racine de 25, 5. Voilà. Le cosinus, c'est la valeur donc, du produit scalaire divisé par le produit des deux normes des deux vecteurs en question. Cette valeur-ci va beaucoup nous intéresser parce que elle possède la propriété selon laquelle, lorsque le cosinus est égal à 1, on en déduit que les deux vecteurs vont dans des directions similaires. OK?
lorsque le cosinus est égal à 0, les deux vecteurs sont perpendiculaires, et lorsque le cosinus est égal à -1, les directions sont opposées. Vous avez calculé cette notion au lycée, et on vous a appris justement la notion de collinéarité entre deux vecteurs. Lorsque deux vecteurs étaient collinéaires, on avait justement le fait que le cosinus valait 1 ou -1. C'est la même chose ici. Et deux vecteurs orthogonaux, on avait justement le cosinus qui valait 0 parce que l'angle 90 degrés. Donc, c'est ce que l'on exploite ici, d'accord? Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est le calcul justement de la similarité cosinus pour faire le rapprochement entre le sens sémantique de deux notions, ou deux concepts, ou de deux mots, qui sont des vecteurs que l'on considère. Pourquoi alors ne pas simplement calculer la distance, en raison du fait qu'on a besoin de distinguer ces différentes valeurs 1, 0 et -1 pour direction opposée, direction orthogonale et direction très similaire. La distance mesure en fait uniquement l'endroit dans l'espace, le lieu dans l'espace où les points sont situés, depuis une origine ou depuis un point. Or, ça ne nous donne pas une richesse en plus par rapport à la notion de similarité cosinus qui va, en plus de cette distance-là, mesurer également le caractère de direction de deux vecteurs, par exemple, donc de deux points dans l'espace en partant d'une origine. C'est la raison pour laquelle c'est le plus souvent la mesure de la similarité cosinus qui est choisie dans les algos de recherche. Ok? Donc, vous avez ici, vous pouvez prendre cette démo chez vous, hein. Vous prenez deux vecteurs dans un espace XY, vous regardez le cosinus de ces deux vecteurs-là pour les différentes valeurs, et vous tapez par exemple les phrases « le chat dort sur le canapé »,« un félin se repose sur le sofa »,« la voiture roule sur l'autoroute », vous allez voir d'emblée que les deux phrases « le chat dort sur le canapé » et un félin se repose sur le sofa, en termes de calcul similarité cosinus, on sera proche de 1, comparé à la phrase ici, comparé à la phrase, un félin se repose sur le sofa et la voiture roule sur l'autoroute, qui n'ont rien à voir. D'accord? Ça, vous serez proche ici de 0, de direction orthogonale. Voilà. Directement, puisque ça n'a rien à voir. Essayez de calculer, faites cela chez vous, vous allez voir la différence entre les phrases en question. Vous pouvez demander à ChatGPT, hein, d'accord. Vous venez justement de comprendre un des principes fondamentaux du pourquoi on utilise un embedding, d'accord. La raison pour laquelle on utilise un embedding, c'est parce que derrière, on va effectuer ces différents calculs-là. Et donc, la question de l'utilisateur est transformée sous forme d'embedding. Et derrière, c'est un vecteur qui est collecté, justement. On effectue ensuite des comparaisons cosinus, donc calcul de similarité. Et après, ça va nous servir dans la recherche de documents. C'est ce qui fait en sorte que lorsque vous posez une question, vous posez la question, mais comment est-ce que le système a fait pour aller retrouver dans les documents les passages les plus pertinents à ma question? Parce que derrière, il y a le calcul de similarité. On va regarder votre question, c'est un vecteur, in fine. L'IA, le système, l'architecture, le modèle RAC, le mécanisme va découper les documents que vous avez mis dans une base de données. Donc, qui dit découpage dit que chaque segment découpé peut être transformé et va être transformé en forme de vecteur. On va regarder maintenant le rapprochement entre les deux vecteurs. Le vecteur qui représente votre phrase, votre contexte, et les vecteurs qui représentent les différents passages dans un document PDF ou Word, etc. On effectue un calcul de cosinus similarité et on voit les vecteurs qui font en sorte que lorsque l'on calcule le cosinus, donc calcul similarité, avec le vecteur qui représente votre phrase de départ, quel cosinus similarité est plus proche de 1 pour s'assurer de la même direction
du sens de votre question. Ceux qui sont égales à 0, qui font en sorte que le cosinus soit égal à 0 ou égal à -1, on les mettra de côté parce que ça va dans les directions opposées ou totalement orthogonales, quoi. Donc, qui n'ont rien à voir du tout avec l'aspect sémantique même de la question. C'est ce qui s'effectue derrière. Donc, c'est vraiment important. Enfin, c'est ce à quoi joue vraiment le rôle fondamental du calcul de similarité. Calculer uniquement les normes ne suffit pas parce qu'on a besoin de savoir la direction également. Et un modèle qui est capable justement de calculer cela à une vitesse très grande et en tenant compte des calculs denses est d'autant plus fiable parce que cela voudrait dire que même si je suis une entreprise et que j'ai des millions et des milliards de vecteurs dans une base de données vectorielle, donc transformer un objet de vecteur, je peux effectuer ces calculs de cosinus similarité en un temps réel. Je vous ai montré ici des cas vraiment primitifs très simples. Mais en réalité, par exemple, ici, ce que vous voyez là, c'est un cas, enfin c'est la formule avec des exemples de dimension 2. Mais imaginez maintenant que, en réalité, quand on travaille avec du calcul de produits scalaires ou des normes, etc., on parle de dimension n en fait. Des dimensions très très grandes. Donc un vecteur qui peut avoir plus de 10 000 composantes. Évaluer ces calculs-là, ce sont des calculs lourds pour le système, compte tenu de toute l'architecture qu'il y a autour. D'accord? Mais c'est important de comprendre que ça reste la même logique. C'est le même calcul qui est effectué. Ce sont les mêmes opérations qui sont effectuées pour arriver justement au calcul. Fait la distinction entre les champs sémantiques les plus liés et des autres les plus éloignés. En recherche vectorielle, ça donne ceci. Vous avez un utilisateur, un client. Le modèle d'embedding, justement, c'est cet algorithme de transformation de votre contexte en un vecteur requête. D'accord? C'est lui qui va s'assurer que ce que vous avez entré en sortie, on va obtenir une représentation vectorielle. Donc, une représentation de vecteur. Et comme je disais, cette représentation de vecteur, c'est ni plus ni, enfin, c'est la même chose. C'est simplement votre phrase en langage naturel entrée sous forme de vecteur. Maintenant, ce vecteur-ci, d'accord, on va aller dans une base de données vectorielle qui regorge ou qui porte tout un tas d'autres vecteurs également, des documents que nous avons mis à disposition. On va effectuer le calcul de cosinus similarité, d'accord? Similarité, c'est cosinus, dans cette base de données vectorielle, pour récupérer les vecteurs les plus proches, enfin, qui font en sorte que le cosinus, le calcul du cosinus similarité avec votre vecteur de départ soit égal à 1, enfin, soit plus proche de 1. C'est ce qui fait que lorsque vous uploadez un document dans ChatGPT et que vous lui posez une question, vous prenez un document ici, vous posez une question concernant votre document. Derrière, ce qui va se passer, votre phrase, bien sûr, il y a le processus de tokenisation, etc. In fine, quand on arrive sur l'aspect de modèle embedding, le modèle a déjà découpé votre vecteur, votre document en plusieurs. Donc, le document est bien découpé en plusieurs passages et ces passages ont été transformés en forme de vecteurs stockés dans une base, dans un objet qu'on appelle, dans un composant qu'on appelle une base de données vectorielle. Et dans cette base de données vectorielle, justement, on va effectuer les calculs de cosinus similarité. Et donc, imaginez que dans cette base-ci, il y a des millions et des millions de vecteurs et voire plus. C'est lourd comme calcul parce qu'il faut être en mesure de sortir le résultat très rapidement parce que tout ceci a un coût dans la réponse à l'utilisateur. Sur votre écran, ça reste transparent, mais derrière, en architecture, ce sont les calculs ou opérations qui s'effectuent quasiment en temps réel. Donc, notion très importante à assimiler. Déjà, avec ça, ça vous permet de mieux comprendre pourquoi, des fois,
l'IA peut halluciner parce que il peut arriver que l'architecture, le système dans son ensemble, dans sa globalité, ne puisse pas récupérer déjà la liste de tous les vecteurs dans la base de données vectorielle qu'il faudrait récupérer pour effectuer le produit scalaire et le calcul de cosinus similarité. Cela veut dire qu'on a oublié, qu'on aurait oublié ou laissé de bons candidats dans le calcul de cosinus similarité. Premier problème, donc il faut être capable de retrouver tous ces vecteurs-là. Deuxième problème, retrouver également, calculer également avec précision, justement, le cosinus similarité entre mon vecteur requête et les autres vecteurs. Certains algos sont plus précis que d'autres et parfois vont à une vitesse beaucoup plus grande que d'autres. Donc, ça demande à bien calibrer, à bien choisir les algos et bien sûr donc à bien architecturer pour que même si votre système ne soit pas parfaitement bien architecturé, mais que si demain il y a des millions d'utilisateurs qui se connectent à un moment donné, à un moment bien précis, bah, que derrière, en termes de calcul, qu'il ne puisse pas avoir de problème. C'est vraiment ce qui se passe, ce dont on a besoin au quotidien. Donc, élément important, et bien sûr, ici, pour organiser encore l'information, on regroupe tous les vecteurs, d'accord? Imaginez ici, je vous ai dit, vous avez, dans cette base de données vectorielle, vous avez des vecteurs comme ceci. Donc, comme mon vecteur requête ici. Donc, il y en a beaucoup ici, voilà, d'accord? Des millions et voire des milliards. Maintenant, pour regrouper tout ceci, on met ça dans un tableau qu'on va appeler une matrice, tout simplement. Donc, comme vous voyez ici, W, c'est une matrice. C'est tout simplement une représentation de vecteurs. Donc, je peux prendre ici vecteur 2, 0, 0, 3. Et le produit entre une matrice de type ici, donc matrice carrée, par exemple, avec un vecteur 1, 2. Vous voyez bien, quand on fait un produit, ça donne un autre vecteur de 6. Ça, c'est ce qui se passe à chaque couche de réseau de neurones, puisque les réseaux de neurones, justement, sont disposés par neurones, par colonne de neurones, par couche. Et donc, une première couche effectue un ensemble d'opérations mathématiques, donc de vecteurs, et ces vecteurs-là, on les met dans un tableau géant qu'on appelle une matrice. Ces valeurs de matrice-là vont nous servir vont impacter les calculs de la deuxième couche, et ainsi de suite, jusqu'à jusqu'à la dernière couche. Voilà le transfert des valeurs entre la première couche dans un réseau de neurones et la dernière couche dans un réseau de neurones. Dans toute cette galaxie-là de couches, vous voyez qu'on a manipulé, que l'on manipule des vecteurs, des matrices, des représentations des vecteurs dans une forme plus grande, à l'échelle, sous forme de tableau de calcul de cosinus similarité avec la formule de produit scalaire que je vous ai présentée. C'est très simple. Ce que je vous montre ici, c'est le b.a.-ba en dimension 2, mais en réalité, on utilise des dimensions très très grandes. Donc, ce qui veut dire que on manipule des milliards de paramètres. C'est la raison pour laquelle il est difficile d'entraîner, de réussir à avoir un modèle hyper fiable en sortie. OK? Parce que l'on manipule des milliards de paramètres. Donc, contrôler ce qui se passe entre la première couche de réseau de neurones et la dernière, même pour les algos, c'est pas évident. Mais ce qui est bien, c'est que mathématiquement, on a des méthodes d'implémentation, on a des méthodes avancées, des méthodes d'ingénierie cette fois-ci. Donc, les méthodes d'ingénierie qui vont être appliquées aux mathématiques pour que l'on puisse avoir plus ou moins des modèles stables en sortie. Mais d'un point de vue mathématique, stricto précision,
c'est pas possible d'avoir l'aspect parfait, le nombre parfait. Mais toute la beauté justement de l'entraînement, de machine learning, c'est de mettre en application ces méthodes mathématiques-là pour avoir quand même quelque chose de plus stable. Ok, donc je vous montre ici quelque part, enfin je vous introduis déjà ici le prochain module où on va manipuler justement ces multiplications de matrices, donc qui ne sont ni plus ni moins que de l'organisation en tableau des vecteurs. On va manipuler cela avec des valeurs ici qui sont des Q, la matrice de query, K, la matrice de clés, key, et V, la matrice de valeurs. Donc, comment est-ce que les tokens échangent les informations entre eux? On verra cela dans le prochain module 3 où je parlerai en profondeur du transformer. Donc, revenons au calcul du scalaire au tenseur. Donc, on grossit toujours. Voilà, on avance, on avance. Alors, le scalaire, je vous disais, tout à l'heure, j'ai dit le scalaire, c'est un nombre. Parce que un seul axe. Un vecteur, un seul axe ici. Donc, j'ai pris un exemple un vecteur de dimension 2, mais ça reste un seul axe parce que je peux mettre le vecteur en colonne ou en ligne. Ça reste un seul axe. Une matrice, c'est deux axes, d'accord? X, Y, parce que j'ai besoin de deux axes pour atteindre la position exacte d'un coefficient dans la matrice, d'accord? Et un tenseur, c'est trois axes ou plus. Ça va nous permettre justement de mieux organiser les calculs qui vont être effectués entre différentes composantes, d'accord, de nos vecteurs. Scalaire, vecteur, matrice, tenseur. In fine, au sein d'un tenseur, ce sont des scalaires qui sont représentés. C'est comme, vous voyez, comme le zoom d'un appareil photo. Vous prenez le tenseur, vous avez le zoom le plus grand, vous zoomez un peu plus, vous entrez au niveau de la matrice, vous zoomez au niveau de la matrice, vous entrez au niveau du vecteur, vous zoomez au niveau du vecteur, vous touchez le scalaire. Et ainsi de suite, on peut revenir à la base. C'est ça, en fait. Mathématiquement, on sait déjà comment manipuler ces représentations de nombres. Parce qu'in fine, c'est ça, ce sont des représentations de nombres, en fait. Le scalaire, au quotidien, on utilise les scalaires. X, Y, Z, etc. Tous les jours, on parle en scalaire, d'ailleurs. Le prix de l'immobilier, le prix de la valeur d'une température, etc. Maintenant, imaginons qu'on organise cela sous forme de collection de scalaires. Ben, on commence à toucher les vecteurs, la matrice, les tenseurs. Donc, ici, un exemple très concret. Vous avez, donc, ici, un exemple très concret, un batch. Donc, par exemple, ici, si je prends ce vecteur ici, d'accord, dont la première composante, c'est le batch, la deuxième composante, le token, la troisième composante, c'est l'embedding. Donc ici, vous allez avoir, par exemple, deux phrases, 4 tokens par phrase, donc 2 pour 2 phrases, 4 pour 4 tokens par phrase, d'accord? Et 3 qui est la dimension par embedding. Ça veut dire que chaque phrase est représentée par une dimension 3 et 4 tokens par phrase et 2 phrases ici. Vous voyez, avec juste cette représentation-ci, par interprétation, et compte tenu de la lecture ici, j'en déduis que 2 correspond au nombre de phrases, 4 au nombre de représentations de phrases par les tokens. Combien y a-t-il de tokens par phrase, etc. Voilà. C'est de l'organisation des nombres, d'accord, mais de manière structurée pour que tout ceci fasse sens. Un exemple très concret ici, vous avez ici x, y, quelle est leur dimension? Dimension 2, d'accord? 1, 2, 2, 1. Calcul du produit x fois y, enfin, on l'avait vu, hein, donc 1 fois 2 plus 2 fois 1. Le calcul de la norme, donc la racine carrée de la somme des carrés des composantes pour
X et Y, donc il savait aussi que c'est la même chose parce que voilà, 1, 2, 2, 1, la commutation entre les carrés reste la même chose, enfin, l'addition reste commutative, donc ça fait racine de 5 pour les deux. On déduit le cosinus, donc voilà, la formule x fois y divisé par le produit x fois module de x module de y, donc ce qui fait 4 sur 5, 0,8. Donc la question est de savoir orientation assez proche sans être identique. Donc on était justement sur la première valeur du produit scalaire et ici, voilà, ici, on est ici. Ok. Direction très similaire. Ouais. Le modèle produit des scores, pas des probabilités. La différence entre les scores et les probabilités, bien sûr qu'on utilise par abus de langage le mot probabilité, mais effectivement, ce sont des scores qui sont le plus souvent... Le bon terme, ce sont les scores, d'accord? Parce que ça répond bien à cette logique d'apprentissage. Et quand on fait apprendre, ou bien quand on est dans le processus d'apprentissage, évidemment, à chaque étape, on va évaluer les scores entre chaque représentation. D'accord? Par exemple, si je prends dans cette logique d'apprentissage un chat, en termes de score, je pourrais, donc si je prends ces valeurs ici, 4.2, chien 2.1, voiture moins 1, moins 1,3. Vous voyez là. Ici, qu'est-ce que j'ai maintenant? On va, la logique est de savoir comment est-ce que je pourrais lier les mots ayant le même champ sémantique, donc chat et chien par exemple, et voir l'impact au niveau des scores. Et voiture également, moins 1,3. Que représente moins 1,3 dans cet espace-là par rapport à 2,1 ou 4,2 entre ces différents mots. Voilà. C'est tout ce qui nous intéresse ici. Et un logit peut être négatif, mais supérieur à 1. Voilà. Donc comme ici, voilà, moins 1,3. Si on fait abstraction au signe moins. Donc, il faut comprendre cette distinction, même si par habit de langage, on parle de probabilité, mais le vrai thème, ce sont les scores. Il y a la fonction softmax que on va étudier un tout petit peu et voir son importance, parce que c'est cela qui va mesurer justement les scores de distribution. La distribution, c'est quoi? La distribution, c'est quoi? C'est justement la sortie que produit la séquence d'un LLM. Le texte que vous voyez en sortie là, traduction, c'est ni plus ni moins qu'une distribution de probabilité en sortie. Ou de score, plus précisément. De score de probabilité en sortie. Vous avez donc le modèle géant avec les réseaux de neurones. Vous allez poser une question. Le modèle va prendre, la première couche du réseau va prendre en compte sa première transformation, l'appliquer, l'envoyer à la seconde couche, ainsi de suite jusqu'à la dernière couche. Si le modèle a été poussé jusqu'au bout dans son entraînement plus profond, de manière plus rigoureuse, ce qui sort en sortie, quel que soit d'ailleurs le modèle, qu'il ait été bien entraîné ou pas, ce qui sort en sortie, c'est une distribution de score de probabilité, une distribution de tokens. Parce que un token, le premier token sort parce que c'est celui-là qui a le score le plus probable, le plus intéressant dans l'apprentissage, selon le modèle de l'apprentissage. Maintenant, le deuxième token qui va sortir, lui, pareil, c'est le deuxième token ayant le score le plus élevé dans la présentation des mots. Mais la seule différence qu'ici, il est conditionné par le premier token, par la première sortie du premier token. C'est la raison pour laquelle on parle de probabilité conditionnelle, parce que son score sera conditionné, calculé au fait qu'on sait déjà le score du premier token. D'où pourquoi on parle de la probabilité du token en cours par rapport au token précédent.
Donc, in fine, au final, quand vous avez une phrase, donc qui est une suite de tokens qui a été générée par le modèle, chaque token, après le premier token, se voit influencé par des tokens précédents. Mais la définition reste inchangée. On est toujours dans ce que l'on appelle une phrase. Ce que nous, on va considérer comme le langage naturel, c'est ni plus ni moins qu'une distribution de score de tokens. Toute la logique, toute la difficulté, c'est de pouvoir créer un modèle de distribution de score qui est précis de manière à ce que quand on transforme cette distribution de tokens en langage naturel, que le langage naturel soit précis, fasse sens pour nous, utilisateurs humains. Mais tout ce que vous voyez sur vos écrans, sur vos interfaces, ChatGPT et tout le reste, c'est une distribution de probabilités qui se passe devant vous. Vous voyez la richesse des mathématiques. Quand je vois que certaines personnes pensent que les maths ne servent à rien, le calcul des probabilités, le calcul des fonctions, l'étude des fonctions, l'arithmétique, les espaces vectoriels, tout le reste. Vous voyez l'importance ici. Donc, par exemple, ici, donc, maintenant, donc, la fonction softmax, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, hein. Je vous donne les éléments simplement les plus intéressants à savoir. Voilà, on va mettre ça dans l'aspect à savoir que on utilise cette fonction justement pour évaluer les scores de distribution. Donc, par exemple, chat, si on prend ici pour le vecteur chat, en termes de distribution de score, on est à 84%. D'après la formule, hein, vous prenez, voilà, si vous prenez un vecteur de dimension 2, vous pouvez facilement l'évaluer ici. Ok. Ok, quoi d'autre? Oui, probabilité conditionnelle. Donc, cette formule, probabilité de A sachant B. Donc, probabilité ici de Tn sachant, donc, token N sachant le token 1, le token 2, etc. jusqu'au token N-1. C'est ce que l'on fait, par exemple, voici une phrase. Paris est la capitale de la... Donc, si on... Admettons que chaque mot est un token. Donc, premier token, deuxième token, troisième token, quatrième, cinquième, sixième. Quel est le septième token? Donc, quelle est la probabilité du token 7, sachant le token 1 jusqu'au sixième? C'est ce que l'on calcule. Est-ce que c'est la France, la Belgique, la ville? Bah, c'est le modèle qui maintenant qui va donner ces différents scores de probabilité. 0,94. Donc, vous allez avoir ici, grâce en partie de la fonction softmax et bien sûr des équations que j'expliquerai dans le prochain module, d'accord? On verra avec l'attention. Vous allez avoir ici une distribution des probabilités qui correspond à 0,94, 0,02, 0,01. Dans la phrase « Paris était la capitale de la... », on va regarder les scores de probabilité, on va prendre le score de probabilité le plus élevé, 0,94. Et maintenant, dans une table, on va représenter, on va vérifier à quoi correspond 0,94. On verra maintenant que 0,94 correspond à la France. Donc, on va choisir France maintenant pour mettre dans cette phrase ici. Paris est la capitale, c'est le modèle qui le fera. Donc, Paris est la capitale de la France. D'accord? Et ça sera classé comme ceci. C'est ce qui fait que on a un modèle qui a bien appris d'une très bonne représentation parce qu'il est capable de généraliser les concepts, de bien généraliser, et donc ce qui nous permet et facilite la sélection des scores de distribution. Donc, dans la phrase Paris est la capitale de la... on va calculer tous les différents scores de probabilité et on va prendre le score le plus élevé compte tenu de cette phrase-là, de cette distribution de tokens déjà générés, d'accord, partiellement, de T1 à Tn-1. Et bah, maintenant, on va calculer cette probabilité de Tn, sachant T1 jusqu'à Tn-1. Et prendre le score de probabilité le plus élevé, et bah, cela va constituer ainsi de suite la génération cohérente de notre phrase. Si vous, ça c'est le, je vais m'arrêter même d'ailleurs là parce que c'est une très bonne fin.
pour mettre l'accent sur le fait que cela introduit justement le cœur, ce qui a créé le saut quantique dans l'IA moderne en fait. L'IA, en tant que concept d'intelligence artificielle, n'existe pas depuis ChatGPT. L'IA existe depuis des siècles d'ailleurs. Mais simplement, c'est l'IA moderne, la capacité de voir en action les LLM, justement par ce processus-là d'apprentissage automatique avec et de deep learning par la suite avec les réseaux de neurones. C'est ce qui a permis à ce que les machines aujourd'hui sont capables de suivre comme ça le langage naturel avec précision. Vous voyez bien, depuis que la toute première version de ChatGPT est sortie, et aujourd'hui la cinquième version, ChatGPT 5.6 par exemple, vous voyez le différentiel, le gros gap entre le niveau de précision entre les versions d'aujourd'hui et les versions précédentes. Parce qu'au fur et à mesure, on améliore avec les différentes représentations de nombres que je vous ai présentées en entrée au début. Les calculs sont beaucoup plus précis, les représentations sont beaucoup plus mieux organisées et l'architecture est beaucoup très bien implémentée, enfin exploitée dans l'implémentation. Et donc c'est ce qui fait que évidemment on parvient à en déduire dans une chaîne de séquences rapidement le token, le mot le plus exact. Je dis bien le plus exact parce qu'il y a toujours un petit, voilà, il peut y avoir toujours des petites hallucinations, mais très très faibles. Mais aujourd'hui avec précision, on est beaucoup plus précis par rapport au tout premier modèle qui était sorti dans, par exemple, la version ChatGPT 2 par exemple. Voilà. On va s'arrêter ici et je vous dis merci de m'avoir suivi. Donc là, on a fait pour l'instant 29 slides. Donc il en reste voilà, donc 30. Voilà, donc enfin, il voit plus à peu près parce que derrière, je pense qu'il y a encore d'autres slides qui vont m'intéresser. Donc voilà ici donc la génération auto-régressive. Vous avez ici le contexte, la distribution, le token choisi, le nouveau contexte, etc. C'est ce que je vous ai traduit en disant probabilité T2 sachant T1, probabilité ce qui va impliquer T3 sachant T1 et T2. Au fur et à mesure, on avance dans la génération, etc. etc. Donc, merci les amis. Abonnez-vous et likez, partagez massivement cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et restez concentrés. J'espère que cela a été très intéressant pour vous. C'est important à minima, même si vous n'avez pas un background en mathématiques, vous faites classe prépa, pas besoin d'ailleurs, mais de comprendre le pourquoi de ces notions-là et leur rôle justement dans la précision des grands modèles de langage parce que c'est ce qui s'effectue en temps réel chaque fois que vous utilisez ChatGPT, Claude ou Mistral, ces outils en question. Ok? Je vous dis au revoir et à la prochaine.